Au commencement était le net. Thomas Courcial, vous allez apparaître. Oh, voilà. La première de nos rencontres du lavoir. Thomas Courcial, bonjour. Bonjour. Une interrogation tout de même. Et vous l'avez pas choisi pour rien, votre arrière-plan, qui nous fait là communiquer ensemble par écran interposé pour cette première rencontre. C'est la première page Internet de l'histoire. Plus précisément, le code source de la première page web, oui, effectivement, qui est encore accessible en archivage sur le site du CERN, qui est donc l'institution qui a hébergé les scientifiques qui ont inventé le web. Et c'était il y a 31 ans que le web est né. On les fête aujourd'hui au lavoir numérique. Alors, voilà, c'est la première des rencontres d'un bâtiment qui vient d'ouvrir, qui est donc le lavoir numérique. Et on considère que cette première séquence, les 31 ans du web, qui s'ouvre elle-même par une séquence introductive de cette première émission, soit vraiment destinée à planter les grands éléments du décor et d'avoir, si possible, une vision un peu, justement, un peu et volontairement globalisante. Vous avez planté le décor, Thomas Courcial, nos invités sont en train d'arriver, je les rejoins et je vous dis, c'est un secret que je révèle, qu'on va vous retrouver à la fin de cette émission, Thomas. Merci de l'avoir ouverte en tout cas. Le télécran orwellien a parlé. Il me reste maintenant à vous présenter en mode présentiel nos invités réunis dans le respect des gestes barrières adoptés en temps pandémique pour cette première rencontre du lavoir. Ici, à Gentilly, aux portes de Paris, au lavoir numérique, ancien lavoir bain-douche municipal, devenu ce tout nouveau espace, ce tout nouvel espace culturel dédié à l'image et au son, à l'ère digitale. À mes côtés, rassurez-vous, ils n'avancent jamais masqués lorsqu'ils prennent la parole et ne se dissimulent pas lorsqu'ils et elles doivent dire ce qu'ils savent derrière un masque et ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent du numérique. Benjamin Thierry, professeur, maître conférence en histoire contemporaine à Sorbonne Université, vice-président numérique de Sorbonne Université, vie, qui est membre de l'association La Quadrature du Net, Yael Benayoum, cofondatrice de l'association Le Mouton Numérique, et nous aurons en duplex l'honneur de parler tout à l'heure depuis la région lyonnaise, Daniel Charnet, qui est ingénieur de recherche CNRS. Je l'ai dévoilé à l'instant, dans un passé tout juste évaporé, sur cet écran, que nous allons retrouver à la fin de cette première rencontre, en chair et en os, Thomas Courcial, qui est responsable numérique à l'établissement public Grand Orly, Seine-Bièvre, et qui est ici, au lavoir numérique, notre référent éditorial. Voilà. Alors vous allez le découvrir, on aime, et on vous le promet, on le fera à chaque rencontre, flirter avec cet usage du monde des archives, celle de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, avec qui le lavoir numérique a tissé un partenariat. Et si l'on va puiser dans ce patrimoine, c'est pour mieux mesurer, peut-être, nos avancées ou constater la permanence des idées qu'on va chevaucher tous les mois autour de la sphère numérique sous l'angle de l'audiovisuel. Et là, on n'a pas choisi de visionner par hasard cette archive de novembre 1969, il y a donc 51 ans précisément. Il me faut vous situer un peu l'extrait qu'on va vous proposer. Ça
provient d'un documentaire assez extraordinaire sur le futur de la télévision qui prend, vous allez le comprendre là, les contours de l'objet qui nous intéresse d'autopsie aujourd'hui. L'équipe de tournage à l'époque s'est transportée et s'est transposée à New York City, où se joue là-bas cette mue de manière plus prégnante qu'en France. Et elle prend le temps d'interroger celui qui, après avoir dirigé les programmes de l'ORTF pendant une grande partie des années 50, Jean Darcy, était alors directeur des moyens audiovisuels à l'ONU. Nous sommes, je le répète, c'est important, en 1969, et cette émission se nomme Eureka. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. La manière dont on peut s'en servir est au fond de mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir, non seulement pour leur distraction, non seulement pour leur éducation, mais encore pour tous les actes pratiques de la vie. On peut se demander si le mot télévision est bien celui qui correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre, des images et des sons que l'on peut envisager pour l'avenir. Télévision, pour nous, est associée à une idée d'abord de radiodiffusion, transmission par onde. Télévision aussi implique une certaine passivité. Tout ce que vous voyez, au contraire, arriver par le canal de ce câble, implique une participation active de chacun. Au fond, on ne trouve pas de mots. Audiovisuel, matériel audiovisuel ne marche pas. J'attends que des professionnels de la langue trouvent un mot. Mais à mon avis, c'est ce mot nouveau qui définira très bien les possibilités extraordinaires de circulation des images et des sons. Alors, à ce stade-ci de notre début d'exploration de la planète web, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, Benjamin Thierry. Jean Darcy qui est une référence encore aujourd'hui pour les professionnels comme vous l'êtes de la communication, semble vraiment anticiper ce que va être justement le futur, donc le web, mais vous n'allez pas me contredire. Nous sommes en 69, au moment même où l'armée américaine avait fait naître le réseau ARPANET, c'était dans son centre de recherche qui s'appelle l'ARPA, et c'était c'est l'ancêtre d'Internet. Alors est-ce que Jean Darcy était très bien informé, ou alors est-ce qu'il était tout simplement visionnaire ? Alors, en bon historien, je mettrai d'abord en garde contre les anachronismes qui peuvent subvenir dans ce genre d'analyse. Jean Darcy, c'est une des grandes figures de la télévision qui commence sa carrière, vous l'avez rappelé, en France comme directeur des programmes à l'ORTF et qui, en 1969, constate qu'aux États-Unis, il y a une offre télévisuelle, grâce au câble notamment, qui est pléthorique par rapport à ce que la majorité des pays d'Europe connaissent, et notamment celui duquel il vient, la France. À une époque où il y a encore une chaîne unique, on a la possibilité de choisir un certain nombre de produits. Il évoque 40 canaux. Hein. Oui, c'est l'offre du câble. Alors, pour être plus précis sur les offres aux États-Unis, mais c'est pas l'objet ici. Il décrit la capacité qu'a le téléspectateur américain à pouvoir choisir les produits qu'il a envie de voir sur sa télévision. Il a probablement derrière la tête également l'importance à ses yeux, malheureusement jamais traduit dans l'audimat, que les chaînes d'éducation pourraient avoir à la télévision. Mais ça n'est pas véritablement une anticipation de ce que le web va devenir, parce que le web permet une participation que le téléspectateur ne peut pas du tout envisager face à la télévision. Alors certes, la synchronicité des dates peut laisser penser que Jean Darcy aurait été au moins au courant. C'est très peu probable. 1969, c'est la date de la première connexion dans le cadre du projet ARPANET, alors qui n'est pas un projet militaire, qui est financé par de l'argent des militaires. Mais comme il finançait souvent beaucoup de projets loufoques, et certains se plaisent à dire que ceux qui pensaient ce projet étaient de gentils hippies. Oui,
comme ils ont compris qu'il fallait financer des choses tout à fait embryonnaires, parce que lorsqu'on en finance 20, potentiellement, il y en a une qui peut devenir très grosse. Les Américains ont ce génie de faire croire à l'extérieur que le libéralisme du marché est l'alpha et l'oméga du fonctionnement de ces domaines, notamment le numérique. Or, c'est faux, puisque la majorité des grandes innovations que le numérique nous apporte depuis l'espace outre-Atlantique ont été financées massivement sur des deniers publics. Et là, on en a un extraordinaire exemple avec ce réseau qui est un projet proposé par quelques chercheurs, effectivement avec des barbes un peu longues, probablement qu'on pourrait assimiler à des hippies, et qui a pour objectif de relier des ordinateurs entre eux. En 1969, ils réussissent la première connexion, ils démontrent, aujourd'hui on appellerait ça une preuve de concept, que ça fonctionne, et le réseau va se développer et va, mais on y reviendra probablement, au travers de multiples étapes, devenir ce que l'on appelle Internet par la suite. Il met d'ailleurs 3 ans, finalement, à devenir officiel, ce réseau, dans son fonctionnement. C'est en 1972 que les premiers, me semble-t-il, non C'est pas tant qu'il devienne officiel que on puisse commencer à demander à s'y raccorder lorsqu'on est une institution universitaire américaine. Pour des raisons infrastructurelles et de logiciels, aujourd'hui on a peine à le croire, mais c'est en fait très compliqué de relier des ordinateurs entre eux. On y est tellement habitué que ça paraît l'enfance de l'art. C'est pas le cas à l'époque, et il va grossir effectivement de manière très importante dans les années 70, puis s'améliorer, puis techniquement se complexifier. Une étape très importante, c'est 74, avec la mise en place du protocole TCP/IP, qui est encore aujourd'hui très important dans les communications numériques qu'on peut avoir, mais c'est vraiment l'embryon qui va permettre le développement d'un grand nombre des innovations qu'aujourd'hui on désigne sous le terme d'Internet, qui est un peu polyphonique et compliqué à circonscrire. Je suis persuadé que ça ne vous a pas échappé. Tout le monde se prend un peu les pieds dans le tapis. Il y a un problème à faire le distinguo 50 ans plus tard, et donc 30 ans après la naissance du web, entre le web et Internet, dans le grand public. Moi-même, je me prends souvent à ne pas le faire. Est-ce qu'il est nécessaire ? Je pense que oui, pour comprendre l'objet, d'aller et de jouer ce petit jeu ensemble là des définitions. Benjamin Thierry. Internet, pour le dire très simplement, c'est un ensemble d'infrastructures et de techniques logicielles qui permettent le transit d'informations entre des ordinateurs. Ça apparaît de manière un peu indifférenciée entre le milieu des années 70 et le début des années 80. En tout cas, le terme émerge à peu près dans cette période-là. Le web, c'est issu des travaux d'un chercheur du CERN, Tim Berners-Lee, qui va rajouter à ces techniques une interface graphique grâce à d'autres techniques et protocoles, ce qui fait qu'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde peuvent relativement facilement surfer sur le web, c'est-à-dire un espace qui, en quelque sorte, masque derrière des interfaces qui permettent l'accessibilité, un fonctionnement en réalité très complexe d'infrastructures et de logiciels qui permettent d'avoir accès à de l'information. Je crois que c'est la manière la plus simple de faire le distinguo entre les deux. En gros, le web apparaît au début des années 90. Dans cet esprit assez génial, il faut l'avouer, de Tim Berners-Lee, qui a rejoint, et nous sommes donc là en mars 89 lorsqu'il fait cette découverte, le CERN. Et on peut peut-être décrire cet univers-là. Qu'est-ce qu'il leur dit et comment est accueilli ce qu'il propose ? Tim Berners-Lee s'inscrit dans une longue généalogie de chercheurs qui sont hantés par une angoisse que, aujourd'hui encore, certains peuvent ressentir, qui est ce qu'on appelle l'infobésité. C'est-à-dire cet accroissement continu du volume des informations qui sont à notre disposition, quel que soit leur support, et qu'il faudrait être capable de gérer avec des outils qui permettent de les classer, d'y avoir accès. Et c'est une longue généalogie parce que, pour le coup, même s'il faut se méfier de l'anachronisme, comme je le disais au début de mon intervention, c'est en fait une problématique qui va traverser les différents âges technologiques. Dès la fin du 19e siècle, on a des grands projets internationaux de mise en place d'instituts de bibliographie dans le giron de Paul Hotelet, qui est très connu par les documentalistes, pour classer toutes les références bibliographiques du monde et les mettre à disposition. Puis, en 1945, pour prendre seulement quelques étapes, on a un très grand chercheur américain, Vannevar
Warbush, qui va publier un article très connu, As We May Think, comment nous devrions penser, et qui décrit, avec les techniques de l'époque, qui sont des techniques électromécaniques, une sorte de bureau intelligent, le MEMEX, il le baptise comme ça, qui permettrait de classer les microfilms d'articles scientifiques qui sont de plus en plus nombreux. Et sous cette acception, Tim Berners-Lee, il n'est que l'héritier de ces grands angoissés qui sont arrivés avant lui, et il se pose exactement la même question, et lui, il va parier sur un concept qui est apparu dans les années 60, alors dont la paternité est disputée, mais Ted Nelson, qui est un chercheur américain, est probablement celui qui va être le premier à utiliser le terme, l'hypertexte. Le lien hypertexte. Voilà, et il va traduire techniquement ce concept de l'hypertexte, qui est en fait très simple, relier un texte à un autre, par un moyen technique, pour permettre de passer d'un extrait à l'autre à la volée le plus rapidement possible en suivant un sens. Et aujourd'hui, c'est le cœur de notre navigation sur le web. S'il fallait être précis, Benjamin Thierry, il n'est pas seul. Tim Berners-Lee, il y a à ses côtés une figure encore moins peut-être connue, mais alors là, pour le coup, on ne peut pas vraiment s'adresser à lui aujourd'hui. C'est Robert Caillot. Il est d'une extrême discrétion. Oui, il est d'une extrême discrétion, et c'est Berners-Lee qui va véritablement porter ce projet qui a comme objectif premier de gérer la documentation du CERN. Et Tim Berners-Lee, à ce moment-là, son objectif est de proposer, avec cette... ce double objectif qu'ont souvent les chercheurs, de servir à une tâche précisément identifiée qui est constituée par l'ensemble de ce que le CERN doit faire dans ses recherches, et en même temps de tester techniquement ce qui permettrait de mieux gérer cette documentation. Donc d'améliorer la documentation pour que les chercheurs du CERN aient plus facilement accès à ce dont ils ont besoin. Et ils sont presque 10 000 à l'époque. Ils sont presque 10 000, c'est une des très grandes organisations de recherche européennes, et dans le même temps, de voir si cette idée qu'il a et qui va donner lieu au protocole qu'on connaît aujourd'hui, le HTML par exemple, peut donner quelque chose de fonctionnel. Et il réussit. Et Robert Caillot va l'aider à conceptualiser ces différents éléments, ces différentes briques que l'on retrouve encore en partie aujourd'hui dans le web. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout du fil, dans la région lyonnaise, là-bas, dans la capitale des Gaules, où est localisé Daniel Charnay, il nous entend, et lui, il est à l'origine du premier site web français. On est en 1992, il était ingénieur CNRS au centre de calcul IN2P3, c'est à Villetaneuse. Vous nous entendez, Daniel Charnay ? Oui, tout à fait, je vous entends. Vous vous rendez compte qu'on utilise pour vous désigner des chiffres et des lettres, celles de votre labo, qui nous rappellent un peu l'univers de la planète natale du petit prince de Syntex, l'astéroïde B612. Si je commence ainsi la liaison, très cher Daniel, téléphonique avec vous de manière poétique, c'est que finalement vous faites partie de l'histoire nationale du web. Il y a donc quelque chose d'onirique dans cette aventure qu'on doit ici rappeler aujourd'hui, 30 ans plus tard. Oui, tout à fait. Mais voilà. Pour rester tout à fait simple, il faut dire une chose, c'est que l'IN2P3 que vous avez cité, qui est l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, est la branche française qui travaille dans la physique des particules en lien avec le CERN. Les physiciens de l'IN2P3 sont des physiciens du CERN. Le centre de calcul auquel j'appartenais est un centre de calcul qui a toujours travaillé de façon très intime avec le centre de calcul du CERN. Donc, on rencontrait les gens du centre de calcul et entre autres Tim Berners-Lee assez fréquemment, et si vous voulez, avec mon ami Wojcik, qui nous avons mis en place ce premier serveur. Oui, parce que vous étiez deux. J'allais dire, il n'y a pas de gloire à en tirer. On ne pouvait pas faire autrement et on ne pouvait qu'être les premiers, puisqu'on travaillait de façon intime avec ce centre de calcul du CERN, et on était dans toutes les grandes expériences du CERN que vous avez citées. Donc, c'est pas un accident, ça pouvait pas être autrement. Mais ce que vous nous dites, Daniel Charnay, c'est qu'à la différence d'un autre ingénieur informaticien, un de vos collègues du CERN, François Flukiger, je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous n'avez pas compris, parce qu'il le dit, lui, que dès le départ, vous faisiez partie de l'histoire, avec un grand H, si je peux dire. Oui, alors, bon,
C'est vrai que, on a été à l'IN2P3, donc les premiers à démarrer le web en France. Pour être tout à fait honnête, on a suivi Tim Berners-Lee qui était venu dans une conférence et qui nous avait dit « Tiens, mettez donc un site web chez vous ». Et c'est comme ça qu'on a mis le 4e ou le 5e sur la planète. Comme des voyageurs de commerce. On allait faire de ça. Personnellement, à aucun moment, j'ai imaginé que cette chose-là allait déferler sur la planète comme ça a été le cas. Et il faut dire aussi que, pour être précis, que quand le web de Tim Berners-Lee a démarré, donc c'était essentiellement, effectivement, pour faire circuler de l'information entre les chercheurs de grandes collaborations internationales qui sont réparties sur l'ensemble de la planète et que c'était compliqué de faire passer de l'information. Il faut dire qu'à ce moment-là, le web, c'était effectivement essentiellement des hyperliens. Ça ressemblait à quoi alors ? Parce que là, on a l'image de la première page de votre site. Pardon ? Je disais, on a l'image devant nous qui s'affiche de la première page de votre site, alors qu'il n'a rien de très sexy, vous en conviendrez. Absolument, oui. Et il a dû rester comme dans cet état un certain temps. Oui. Il a les 4 liens qu'on pouvait faire à l'époque, 3 ou 4 liens vers DESY à Hambourg, le NCSA à Champaign aux États-Unis, enfin quelques sites comme ça. Très honnêtement, à cette époque-là, quand j'ai fait cette première page, je voyais un intérêt assez limité, à part effectivement de faire circuler de l'information. Ce qu'il faut voir, c'est que le web démarre pas avec cette infrastructure-là. Ce qui va faire le web, ce qui a fait le web, c'est un navigateur. C'est un navigateur qui s'appelle Mosaic, qui avait été créé à l'époque au NCSA, National Computer Science, à Champaign aux États-Unis. Et c'est vraiment grâce à ce navigateur que le web a démarré. Alors pourquoi ? Bon, parce qu'il a permis de mettre des images, ok, c'est bien, ça décore, ça fait joli, mais surtout parce qu'il a supporté quelque chose qui a rendu le web vraiment interactif, c'est les formulaires. Alors, les formulaires, c'est ce qui vous permet, vous, quand vous vous connectez sur le site de la SNCF, de commander un billet de train. Le web, tout à l'origine, c'est des hyperliens, c'est pas encore ces formulaires. Et c'est grâce à ces formulaires que le web va démarrer et se répandre sur la planète. C'est grâce à ces formulaires que les internautes vont devenir acteurs. Sans ça, on était collecteurs. On cliquait sur des hyperliens, on allait lire de l'information, mais on n'interagissait pas. Encore une fois, le Mosaic, c'est le déclencheur du web. On n'oublie pas qu'à cette époque, donc je le rappelle, on est en 1992, et puis même 2-3 ans plus tard, il me semble qu'il n'y a pas plus de 200 ou 300 sites à travers la planète. C'est ça, Daniel Charnay ? Oui, il y a quelques centaines de sites, mais ça commence à démarrer quand même. Et bon, moi, à ma grande surprise, parce que des logiciels démarrant dans le giron du CERN, j'en ai expérimenté, et on en a installé beaucoup. Celui-ci, honnêtement, je ne le voyais pas dépasser le cadre de la physique des particules. Il faut bien voir que tout ça est né dans un monde relativement, enfin même très confidentiel, qui est la physique des particules. Donc, c'est étonnant. Effectivement, après, ça va démarrer assez vite. En France, on a quelques grands sites, souvenir de quelques grands sites qui ont fait connaître le web, et des sites qui était assez surprenant. Je pense à ce garçon dont j'ai perdu le nom qui avait décidé au tout début du web de faire un site pour présenter le Louvre. Donc c'était une espèce de visite virtuelle, si on peut dire, à l'époque. C'était et ceci sans en référer à qui que ce soit. Il avait décidé dans son coin de faire le site du Louvre. C'est parmi les premiers sites français que ce site est arrivé. Il y avait une grande liberté, parce que maintenant, si quelqu'un décidait de prendre une institution quelconque et de faire son site web sans lui demander son avis, je ne suis pas sûr que ça se passera aussi bien. Donc oui, on va très vite avoir une centaine de sites, on va avoir relativement vite des sites commerciaux. Je n'ai pas le souvenir exact. Moi, je suis allé aux États-Unis au tout début du web, où
il me semblait que le web était encore dans le milieu des scientifiques et peu dans le milieu du commercial. Et en passant dans une petite ville, sur une petite quincaillerie, j'ai vu quelque chose, j'ai vu marqué www.je-sais-plus-quoi.com. Et je crois que c'est ce jour-là que je me suis dit vraiment, là on a quelque chose qui est en train de démarrer, que j'ai commencé vraiment à y croire à fond, quoi. Que le web finalement allait avoir un usage commercial, qu'il allait peut-être prendre évidemment un autre visage, d'autres fonctions, envahir les humanités, j'allais dire. Et c'est donc aux États-Unis que vous vous rendez compte qu'on va vers autre chose qu'un instrument purement scientifique, si je vous comprends bien. Oui, tout à fait. Le web commercial va démarrer assez vite. Les moteurs de recherche vont démarrer assez vite en France, d'ailleurs. Un des premiers moteurs de recherche est à l'origine fait par un ingénieur français de chez Digital à l'époque. Ce moteur de recherche, beaucoup de monde s'en souviennent, c'était Alta Vista. C'est quelque chose qui est né bien avant Google. Oui. On se rend compte aussi, et là je m'adresse, parce il vous écoute avec intérêt, tous ceux qui sont là autour de nous, Daniel Charnet, vous êtes notre diplodocus numericus national, j'allais dire. Tous les termes, je suis un... Et voilà. Et Benjamin Thierry opine du chef, et il se rend compte que c'est dans ces années charnières que finalement le CERN va voir s'échapper son objet. Benjamin Thierry, non ? Oui. Attendez, je lui laisse la parole. Non, mais Daniel le dirait aussi bien que moi. Tim Berners-Lee a souhaité que cela lui échappe. Il n'y a pas eu de volonté de déposer la protection habituelle qui pourrait prendre la forme d'un brevet sur quoi que ce soit. Tim Berners-Lee fait preuve à ce moment-là d'ailleurs d'une naïveté assez touchante, parce qu'on a évoqué le cas de Mosaic qui a été développé par l'équipe de Marc Andreessen, qui est vraiment effectivement ce navigateur qui va faire décoller les premiers usages, que Tim Berners-Lee n'aime pas du tout, dont on sait par des indiscrétions qu'il regrettait que cela transforme ce qu'il avait conçu comme une zone de savoir et d'échange de savoir en magazine. Et ces premières années ont effectivement vu non seulement ce qu'il avait créé lui échapper, mais ça, il était plutôt pour que chacun s'en saisisse. Et quand Daniel fait son site, c'est après une conférence de Tim Berners-Lee adressée à des chercheurs. Et très vite, tout cela va avoir un goût amer, notamment lorsque la NSF, la National Science Foundation, permet les usages commerciaux sur les réseaux, et qu'à ce mi-temps des années 90, on va voir les premiers usages commerciaux exploser sur le réseau. Et là, on voit bien comment l'innovateur peut parfois être déçu par le chemin que prend son propre enfant. Et tous les usagers qui vont utiliser évidemment d'autres chemins. Daniel Charnet, vous restez, je crois, résolument attaché à ce qu'on pourrait appeler l'esprit des pionniers du web. Parce que quand vous créez en 2001 ce réseau-là incroyable des archives ouvertes que vous avez appelé HyperArctic en ligne, HAL. Qu'on a appelé HAL parce que c'était 2001 et que j'aimais beaucoup le film de Stanley Kubrick. Voilà. Oui. Aujourd'hui, ce sont plus de 70 000 articles qui sont, je crois, à disposition en ligne, scientifiques, totalement gratuitement. 700 000. 700 000, voilà. Ouais. C'est vertigineux. Et ça croît très vite dans la mesure où maintenant toutes les institutions comme le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'INRA, etc., sont allées vers l'obligation de dépôt du texte intégral des articles scientifiques dans cette archive ouverte. Pour moi, ça a été d'avoir participé aux deux, d'avoir fait accidentellement, j'allais dire, presque ce premier site web, mais d'avoir créé HAL derrière, c'est un peu un aboutissement, puisque c'est un peu le retour aux sources, puisque HAL va permettre à tous les chercheurs de mettre leurs articles scientifiques en ligne. C'est un petit peu, et en accès libre, ouvert à tout le monde, c'est un petit peu le retour aux sources et grande idée de Tim Berners-Lee qui était de favoriser la circulation de la science. Alors Daniel Charnet, je vous remercie de ce précieux
témoignage qui, ici, rebondit de manière particulière parce que vous avez une nouvelle génération, évidemment, qui, elle, est née avec Internet. Non, mais voilà, je me retourne, par exemple, vers un des membres très actifs de la Quadrature du Net, Vie. Quand vous entendez comme ça, notre héros national, je ne vais pas créer un Hall of Fame of Internet Made in France, mais il en ferait partie, Daniel Charnay. Et que vous voyez que finalement ce qu'il retient, c'est l'essence de ce qu'est Internet. Vous réagissez comment? Alors, moi j'ai trouvé très charmant le témoignage de Daniel sur les espoirs qui sont portés par les espoirs qui sont véritablement portés par Internet et justement les pionniers dont vous parliez. C'est vraiment un outil qui justement dépasserait cette passivité de la télévision dont parlait l'extrait qu'on a vu ensemble et qui permettrait vraiment, qui serait un outil d'émancipation. Et ça, c'est vraiment le mythe, ce qui a vraiment motivé tant de personnes et enthousiasmé tant de personnes à se regrouper et à contribuer à ce qui est devenu Internet. Et alors... oui. Je m'enflamme, moi je suis partie. Ah non, mais il faut. Eh bien, voilà ce que ça m'évoque en premier lieu, c'est ça. Et cette pensée-là qui est très belle, que Internet serait un outil d'émancipation, et qui, aujourd'hui, nous rend un peu nostalgiques par rapport à ce qu'il peut tendre à devenir, en fait. Donc, principalement, moi, c'est ça que ça m'évoque. Puisque j'évoquais, alors Yael, peut-être que vous avez envie, Yael Benayoun, vous qui avez cofondé le Mouton Numérique, on reviendra sur ce que signifient vos deux associations qui sont précieuses ici. Vous avez quel genre de réaction par rapport à un témoignage qui a cette valeur-là historique aujourd'hui ? Tout d'abord, déjà, merci, c'est précieux de l'avoir. Et comme Vie, c'est vrai que c'est important, je trouve, de rappeler peut-être les promesses qu'il y avait au début et même les espoirs que ça portait. Et c'est vrai qu'on parlait des hippies au début. Et il y a d'ailleurs un livre que je recommande de Fred Turner qui fait un peu la monographie côté hippie des débuts d'Internet, où justement, il parle de cette même croyance que... avec Internet, on allait pouvoir enfin tuer le moi social pour atteindre un peu le rapport pur entre les êtres qui allait permettre d'enlever les discriminations, de rapprocher tout le monde. Bref, ces premières promesses du début qui finalement, on l'a dit, et je pense qu'on en reviendra dessus avec toutes les dérives, notamment commerciales et la privatisation du web, et en tout cas d'une partie non négligeable du web, qui tend quand même à déchanter un peu. Oui, c'est ça. Et c'est évidemment la seconde partie de notre première rencontre ici du Lavoir, mais qui va justement être articulée. On se retourne à nouveau vers les archives. On est en 1980, que je dise pas de bêtises, on est en 1995, pile poil au milieu de ces années 90 qui marquent la charnière. On est au journal télévisé, c'est le 20h de TF1, c'est la grand-messe. La rédaction propose un sujet récréatif et sociétal qui nous permet donc d'aborder cette seconde partie des rencontres du Lavoir, la démocratisation du net. Ça commence par ça peut-être. Au comptoir de ce café, le serveur n'a pas de visage. C'est un ordinateur. Il y en a 6 pour vous occuper le temps d'avaler un sandwich ou de boire un café. Toutes ces machines sont reliées à un réseau baptisé Internet. Se connecter sur ce réseau, c'est ouvrir une fenêtre avec vue sur le monde entier. C'est un supermarché de l'information, culturelle, économique, de toutes sortes. On peut aussi trouver des recettes de gâteaux, on peut trouver des informations géographiques sur un pays, des informations touristiques, et puis surtout des gens. Vous rencontrez des gens selon votre centre d'intérêt. Vous pouvez communiquer avec eux par le biais de courrier, vous pouvez vous échanger des photos, vous échanger des sons, même des séquences de films parfois. Vous poussez par exemple la porte du musée d'art de Minneapolis aux États-Unis. Vous allez où vous voulez.
Comme toujours sur Internet, faut beaucoup se promener avant de trouver quelque chose de précis. Donc là, j'ai vu bande dessinée à Chicago, je suis allée voir ce qu'il y avait. C'est fabuleux Internet, mais il y a des gros inconvénients si on veut vraiment que ce produit touche le grand public et soit accepté par tout le monde. D'une part, c'est en anglais, donc gros problème, gros frein quand même en France ou en Europe. D'autre part, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de son. Donc ça manque quelque part, il n'y a pas de son en temps réel, il n'y a pas d'animation, ce sont des images fixes. Un des intérêts essentiels d'Internet, c'est son service boîte aux lettres, d'où la visite de cette dame dans ce café. Je dois envoyer un message à quelqu'un qui habite à New York et qui m'a laissé son adresse email, @KOL, etc. Et que je me suis dit que c'était là que je pouvais probablement lui répondre et avoir accès au réseau Internet pour lui passer le message. Viennent ici des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des novices. Leur premier moteur, la curiosité. Une curiosité qui leur coûte 30 francs la demi-heure et un peu moins s'ils s'abonnent. 30 francs la demi-heure, c'est toujours un peu assez amusant quand même, et assez instructif aussi de voir comment nos souvenirs ont tous un peu jauni. Vraiment, Benjamin Thierry, c'est au milieu de ces années 90 que tout s'accélère, que tout change. Pas réellement, c'est quelques années plus tard, c'est plutôt la toute fin des années 90. Il est tout à fait intéressant de noter qu'on payait encore relativement cher à la durée pour se connecter. Oui. La fin des années 90, c'est l'apparition des premiers forfaits dits illimités, qui vont considérablement changer la manière dont on peut se saisir du web. Néanmoins, à cette époque-là, ce n'est pas quelque chose qui est très surprenant. 1995, on est au maximum de la courbe d'adoption du Minitel en France, qui permet aussi de se connecter à des bases de données, à des services, et qui fait aussi payer à la minute. Donc c'est quelque chose qui est finalement dans l'ordre des choses pour ces premiers internautes qui viennent répondre à des emails ou surfer en ligne, qui découvrent la sérendipité du réseau, qui découvrent un certain nombre de choses qui vont devenir tout à fait courantes. Dans le Café Orbital, qui est le premier web café parisien, qui fait partie de la grande légende du web à Paris, et qui va effectivement permettre de s'initier. Et là, on a vu beaucoup de débutants. C'était assez touchant, de gens qui montraient par le vocabulaire qu'ils utilisaient qu'ils venaient un peu à tâtons, envoyer un email, y répondre. Et c'est cette consommation qui est très différente de celle qu'on a aujourd'hui, qui est publique, dans un lieu public, dans un temps limité, pour satisfaire un besoin assez précisément identifié la plupart du temps, qui donne cet aspect daté au reportage. Mais je réagis sur quelque chose, Benjamin Thierry. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le grand public en sait beaucoup plus sur ce qui est pourtant même parfois leur seconde peau, et qu'ils s'intéressent réellement, c'est un peu le cœur de nos discussions ici, qui vont venir au lavoir numérique, à ce qu'est cet outil, cette invention extraordinaire, à la façon dont il fonctionne, est-ce que ça les intéresse tout simplement ? Alors, il aurait fallu inviter un sociologue, parce que moi, mon fonds de commerce, c'est plutôt le passé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et ce que je pourrais en dire n'aura pas beaucoup de valeur. Maintenant, la notion de grand public, moi, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, parce que ça veut tout dire et rien dire, et surtout, ça change au fil du temps. Aujourd'hui, le grand public désigne une part extrêmement importante de la population. On a des taux d'adoption du web dans les usages qui frôlent la saturation. La fracture numérique, c'est heureusement une petite minorité de Français pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. À l'époque, ça ne veut pas dire du tout la même chose, le grand public. Là, on a plutôt des utilisateurs pionniers au Café Orbital. Donc on n'a pas encore ces utilisateurs, Yael Benayoun, qui sont devenus des moutons numériques. Je reprends là le nom de votre association. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai convoqué Saint-Exupéry au début de notre conversation. Le Dessine-moi un mouton, vous, il a quelle forme ? Bonne question. Non, alors en fait, nous, on a pris justement la figure de mouton par son ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, il y a bien évidemment le mouton blanc de Panurge, le suiveur, et c'était aussi une volonté non pas... à la fois de dénoncer, mais aussi d'admettre qu'il y avait des technologies dominantes et on était pris dedans. Et donc, c'est aussi pour reconnaître cette faiblesse-là, même dans la critique. Mais de l'autre côté, il y a aussi le mouton noir, qu'on peut dire mouton rebelle, peut-être philosophe, qui va prendre un peu de recul et qui va essayer de se poser des questions
précisément sur le développement numérique et des nouvelles technologies, et les impacts sociaux, environnementaux et politiques que cela pouvait avoir. Je me permets juste de rebondir sur la question du grand public, enfin en tout cas, alors effectivement je ne suis pas, j'ai pas étudié ça de manière en termes de recherche, mais ce qu'on a pu en tout cas observer au Mouton Numérique, parce qu'on est une association qui est relativement jeune, on n'a que 3 ans, mais on observe une maturité, à défaut du grand public, du débat public sur ces questions-là, qui est quand même assez importante. Et si on retrace un peu, quand même, on va dire qu'il y a eu un premier choc, qui est les révélations d'Edward Snowden en 2013. Donc on va dire c'est relativement récent, mais quand même cette dénonciation d'une surveillance généralisée des moyens de communication a quand même eu une grande répercussion et de grandes mobilisations qui d'ailleurs ont donné aujourd'hui, 6 ans après le RGPD, et donc ça c'est quand même quelque chose où même si vous n'êtes pas au courant, vous le voyez, vous êtes obligé de... Il y a un effet concret de devoir accepter ou non les cookies, etc. Donc même si vous ne comprenez pas spécialement ce qu'il y a derrière, au moins vous savez qu'il y a un sujet. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, et c'est comme on le voit sur les débats sur la 5G, donc c'est pas directement lié au web, quoique en fait un petit peu quand même, où là il y a une grande montée de boucliers, par exemple sur les effets notamment écologiques qui sont liés à ces infrastructures, et qui n'étaient pas du tout là il y a 10 ans. Et ça va parce qu'il y a des associations qui ont notamment produit des nombreux rapports il y a à peine 3 ans, si on regarde Green IT ou The Shift Project, qui ont montré la matérialité. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, paradoxalement, alors que quand même dans les années 70, 80, 90, c'était quand même ne serait-ce qu'en termes de matériel, des grosses machines, sans compter les serveurs, les câbles et tout ça qui doit faire marcher ce qu'on appelle un peu facilement le numérique et le virtuel. Donc c'est juste pour noter qu'il y a quand même une certaine maturité sur ces questions-là, et donc un appétit, il me semble. Puisque le Mouton Numérique est tout jeune, que j'ai à mes côtés une autre association très vieille, puisqu'elle a plus de 12 ans, vie. Vous êtes membre de la Quadrature du Net. Comment est venue d'ailleurs cette volonté de l'appeler ainsi, alors qu'on a en tête plutôt celle du Cercle? Alors, moi, je fais partie de l'association depuis 3 ans, donc je vais vous relater un récit qui n'est pas le mien, qu'on m'a transmis, mais... Alors, l'histoire de la Quadrature du Net, donc de sa fondation par 7 personnes, l'idée du nom, en tout cas, il est venu par référence à une énigme mathématique, qui est la quadrature du cercle, et dont la solution serait pi. Et c'est pour ça que surtout, toutes nos communications, vous voyez un petit symbole pi qui a dans l'idée de la solution, c'est en tout cas notre mobilisation à tous contre les dérives qui peuvent avoir lieu sur Internet. Alors vous avez compris, on rentre dans la 3e partie de cette rencontre, cette première rencontre du Lavoir. On aime les archives, ça vous le savez, on aime aussi le cinéma, ici. Et sachez que le Lavoir numérique propose au public, lorsqu'il est bien sûr possible pour lui de se déplacer, une programmation ciné pour accompagner chacune des séquences trimestrielles. Je rappelle que nous ouvrons la danse avec cette première séquence autour des 31 ans du web. Et le premier film que l'on a ici projeté au sein même de cet auditorium où on se trouve aujourd'hui, c'était lors de l'ouverture du Lavoir numérique, et c'était proposé par Benoît de Chalon, qui est le directeur du cinéma La Tournelle de La Île et Rose, qui est notre partenaire. On vous propose de découvrir le trailer d'un excellent film documentaire que vous avez peut-être pour certains déjà vu, qui a été projeté au Lavoir numérique le 23 octobre, réchappé du second confinement. Il a été diffusé sur Arte en 2012, mais à notre avis, peu de films ont posé avec autant d'acuité toutes les questions que vous venez là d'exposer et sur lesquelles on va revenir après avoir regardé, écouté, et on commentera après. Ça s'appelle
la contre-histoire de l'Internet. This is a pivotal moment in the history of humanity. It truly is. I mean, we're renegotiating power relationships that have been in place since Abraham left Ur. Internet peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et on le sait bien aujourd'hui. On peut dire que vous êtes un salopard qui avait tué votre femme ou qui avait couché avec votre fille, hein, et vous aurez beau pour protester, c'est passé, c'est parti. Les proxénètes ont trouvé refuge sur Internet. Les psychopathes, violeurs, racistes et voleurs y ont fait leur nid. Les pirates, violeurs, pillards, pédophiles y ont fait leur nid, les mafias de tous bords également. Et nous allons convoquer un G20 de l'Internet. Nous allons mettre sur la table une question centrale, celle de l'Internet civilisé. Je ne dis même pas de l'Internet régulé. Je dis de l'Internet civilisé. The worst thing that happened to the Internet, I think, is the rise of surveillance technology, Internet-based surveillance technology, to see what we're looking at, what we're reading. Should we be scared of government using our data? You bet we should. Government fancies itself the best protector of our privacy. It is the worst enemy to our privacy because it can use our own data against us. We are at a very real risk of building a big brother society worse than any science fiction author could possibly have imagined. This government today tries to look, we have more than 60% internet penetration. You know, there is 900,000 people out of 9 million people are on Facebook in Azerbaijan. So they are trying to say, look, and it's, you know, growing very rapidly. We're a free country. But it's not true. Wir haben uns entschieden, Entscheidungen einer Regierung mit allen Mitteln zu unterwandern. Ein Staat kann das gar nicht tun. Ein Geheimdienst kann das auch nicht einfach so tun. Aber es war, glaube ich, in dem Augenblick richtig. Everyone's talking about cyber war, and no one's speaking about cyber peace building. Why not? If we can prevent traditional states and traditional policing apparatus from dominating the internet, then it is possible for this intellectual world to lift off and be independent. Communications is at the heart of democracy, the ability to express oneself and be heard, to assemble with others, to share ideas is fundamental to any democracy. Dahinter steckt auch in gewissem Sinne ein pazifistisches Ziel, weil Leute, die miteinander reden, die schießen nicht aufeinander. Und andersrum, wenn ein Krieg ausbricht, das Erste, was passiert zwischen den Ländern, die in einem Krieg stehen, ist, dass die Kommunikationsverbindungen gekappt werden. Weil Leute, die miteinander reden, die Verständnis füreinander haben, die sind nicht so schnell zu motivieren, als Soldaten auf die anderen zu schießen. Well, if we can put an end to the surveillance and censorship and to the evil laws like Adobe and DADFC, well, we might have an internet with human rights. Can't you feel the fingers ache and type until early in the morn? Can't you see the letters blurring? It's just an ad for porn. C'est intéressant, Benjamin Thierry, que ce teaser de ce film excellent, de ce film documentaire qui a presque 10 ans maintenant, se termine avec cette évocation, cette chanson et cette évocation du porno, qui est très liée aujourd'hui à Internet quand on parle de la G5, qui permettrait, selon certains, pour aller vite, d'en regarder très facilement dans les ascenseurs. Mais, à nouveau, je vulgarise, mais avec vos élèves, puisque vous enseignez à Sorbonne Université l'histoire justement des sciences numériques, de cette science-là, comment vous abordez toutes ces thématiques qui sont très prégnantes, l'histoire d'un désastre annoncé en quelque sorte? C'est le désastre annoncé, malheureusement.
c'est toujours un peu compliqué de les considérer comme annoncés, justement. On va toujours se méfier de l'anachronisme. Non, ça a suscité de grands espoirs. Il y aurait plein de choses à dire. D'abord, c'est toujours intéressant de voir les contre-histoires se structurer alors qu'il n'y a toujours pas d'histoire bien ancrée de ce phénomène. Et puis... oui, tout ce qu'on a entendu est vrai. On a aujourd'hui une menace globale contre nos libertés qui prend les réseaux comme terrain de jeu. Maintenant, je crois que ce qui est intéressant, c'est que 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, la Quadrature, le Mouton montrent qu'on est en train de sortir d'une certaine naïveté qui était de croire que la technologie comportait naturellement des orientations politiques. Or, la technologie n'est que ce que l'on en fait. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, il y a eu une grande naïveté de croire qu'Internet serait un outil de libération parce que c'était Internet. Il y a eu une grande naïveté de croire qu'il fallait qu'on pourrait, je voyais John Perry Barlow, qui est l'auteur de la déclaration d'indépendance du cyberespace, s'exprimer, déclarer qu'il fallait passer par-dessus bord les États, les médiations traditionnelles et que ça nous rendrait libres. Ça nous a mis seuls en tant qu'individus face à des puissances d'argent et à des structures étatiques extraordinairement puissantes qui aujourd'hui nous laissent individuellement très désarmés. Et c'est bien qu'on resitue ce débat sur le terrain du politique. Parce que finalement, la technique n'est jamais un problème. Ce qui pose problème, c'est la manière dont on va encadrer tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça, à mon sens, qui pose problème. Comment on lutte contre ces dérives à la Quadrature du Net? Est-ce qu'on essaye d'imaginer, quelle pourrait être peut-être l'élaboration d'un, je sais pas moi, d'un contrat social à la Rousseau pour que le web ne perde pas son essence? Quelles sont vos grandes façons de combattre tout ce qui vous intrigue le plus en ce moment, vous dérange le plus? Alors, je vais aller dans le sens de Benjamin. Effectivement, il y a une grande insouciance qu'il y a eu avec donc Internet. On en a parlé là ensemble. Et alors, je pense qu'il faut préserver une forme de... Enfin, pas cette naïveté, mais en tout cas une forme d'espoir, effectivement, on peut faire d'Internet un outil d'émancipation. Par contre, il va falloir qu'on se mobilise pour que ce soit le cas. Et donc, à la Quadrature du Net, nous, ce qui nous paraît important, c'est de lutter contre les dérives qui ont été instaurées depuis des années, et ensuite construire un Internet meilleur, là où, pour le coup, chacun pourra exercer ses libertés de communication, d'information et d'expression, enfin, comme ça a été dit, en fait, pour simplement respecter nos droits fondamentaux. Lutter contre une sorte de consentement général ou d'asservissement particulier? Oui, on peut parler d'asservissement, mais surtout, et c'était bien pointé dans l'extrait qui a été diffusé, c'est que on est effectivement très démunis individuellement face aux géants qui se contrôlent Internet. Donc, que ce soit les États ou que ce soit des plateformes gigantesques contre lesquelles on n'a pas, on est complètement, comme vous l'avez dit, asservi. Et donc c'est pour ça que si individuellement on est si isolé, il faut réagir collectivement. Et nous, c'est ça qu'on cherche à stimuler et à encourager. Quels sont concrètement, Yael Benayoun, les combats, s'il fallait les lister? Je sais qu'ils sont nombreux, que certains plus que d'autres vous préoccupent en ce moment. Vous avez évoqué tout de même, tout à l'heure, vous-même, celui contre la G5 et son implantation qui paraît presque inéluctable sur tout le territoire et ailleurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Mais pour essayer d'en dresser un panorama jusqu'au rapt généralisé de nos données personnelles. Alors, avant de dresser un grand panorama, si je peux, mais vous compléterez, comme ça sera très bien. Non, je voulais juste revenir peut-être sur le sujet de la neutralité de la technique. Enfin, du coup, cette idée quand même, cette idée que la technologie serait juste ce qu'on en fait. En fait, ça, je pense que c'est une idée où il faut s'en départir et ça revient en fait un peu avec ce que a dit Vi tout à l'heure sur la nécessité de se mobiliser. C'est qu'en fait, la technologie, et d'ailleurs ce qu'a aussi dit Sébastien tout à l'heure, c'est qu'en fait la technologie est bien prise dans des jeux d'acteurs
qui font qu'elle a des caractéristiques techniques précises. Et donc un exemple, vu qu'on parle là du web qui est assez parlant, c'est typiquement le moteur de recherche Google n'a pas les mêmes caractéristiques avant 2000 et du coup avant qu'il décide de tirer profit en fait et de changer son modèle économique et de faire en sorte de gagner de l'argent avec son moteur de recherche que après qu'il ait pris cette idée, notamment parce que aussi dans un contexte où il y a la bulle Internet des années 2000 qui a éclaté, où il y avait peut-être aussi plus de pression de la part des actionnaires pour trouver un modèle économique viable qui parte de la technique aussi. Mais du coup, on voit bien qu'il y a un jeu d'acteurs qui se met en place. Il y a aussi des idéologies qui viennent en place, des représentations du monde qui font que, ah bah tiens, le moteur de recherche qui avant servait d'abord à chercher une information, puisque c'était le but premier d'un moteur de recherche, finalement, il va servir à capter des données. Pourquoi faire? Non pas pour le fun et juste améliorer le moteur de recherche, ce qui aurait pu être aussi une option, mais dans l'optique de faire des profits et de rendre l'outil rentable et même plus que rentable. Donc on voit bien que c'est pas juste une question d'usage. Et on retrouve ça dans un peu toutes les plateformes. C'est le fameux sur Facebook, l'infinite scroll qui va vous faire capter de l'attention. Ça, on a beau vous dire ah mais t'as qu'à fermer l'application. Enfin oui, mais en fait il y a des psychologues, des ergonautes, des sociologues et tout ce que vous voulez, et des neuroscientifiques qui sont payés pour justement faire en sorte que votre attention soit captée et que vous restiez le plus de temps possible. Donc l'individu, comme disait Vi tout à l'heure, tout seul, c'est le combat, il se joue pas en fait. Ça doit pas reposer sur le consommateur et sur l'utilisateur, mais c'est bien un combat politique, comme ce qu'on disait tout à l'heure, et un jeu d'acteurs qui doit peser pour un moment donné réinterroger ses visions du monde là, ses représentations, et potentiellement en amener d'autres pour faire des technologies qui sont différentes. Benjamin Thierry, les inventeurs du web n'avaient pas vu venir, il y a 31 ans, les réseaux sociaux. Ah non, comment aurait-il pu ? J'aime parce que je vous prends toujours sur le terrain de l'anachronisme. Oui, bien sûr. Non, j'avais compris que ce serait le fil rouge de la soirée. Mais non, bien entendu. Mais comme toutes les grandes innovations qui suivent leur chemin une fois sorties du laboratoire de celui ou celle qui les a fait naître, en général des collectifs d'ailleurs, parce que ça n'est jamais individuel. On a vu se structurer des mastodontes, alors qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, qui sont ces entreprises à visée monopolistique sur le marché de l'information et qui effectivement nous dépouillent de nos données personnelles pour créer un carcan de plus en plus étroit au sein duquel on est censé faire un certain nombre de choses qui conduiront à nouveau à générer de la donnée pour qu'elle soit à nouveau captée. Mais je crois qu'en la matière, il faut rappeler qu'il n'y a rien d'inéluctable. Moi, j'aime bien rappeler à mes étudiants, quand on fait de l'histoire, que l'un des épisodes qui aujourd'hui de l'histoire américaine qui doit empêcher Mark Zuckerberg de dormir, c'est l'éclatement d'AT&T en 1984, qui est à l'époque la plus grande entreprise de télécommunications du monde, qui est en situation de monopole parce qu'elle a une charge de public service aux États-Unis, et à qui on va dire écoutez, vous êtes trop gros, vous ne satisfaisez plus aux attentes que l'on a à votre égard, donc on va vous saucissonner en plus petites entités. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure et sur lequel on est d'accord tous les trois, c'est que la querelle, elle est politique. C'est le modèle qu'on veut mettre en place. Et ça, à la Quadrature du Net, vous y croyez dur comme fer, cette réappropriation, justement, de l'outil des câbles. Il y a un très beau film. Je ne vais pas parler de celui qui, en ce moment, sur Internet, ce film documentaire dont tout le monde connaît l'existence, de Social Dilemma, derrière nos écrans de fumée, qui parle exactement de ce qu'on vient d'évoquer. Mais il y en a un que vous avez réalisé où on voit des gens qui, concrètement, vont poser là où personne ne va, un accès à Internet, parce que par là est un début de solution, passe un début de solution. Oui, effectivement. Alors, je pense que vous parlez des fournisseurs d'accès Internet associatifs, qui sont des tout petits acteurs, souvent méconnus. Donc, et ils se présentent en général. C'est pas du tout la Quadrature qui s'en charge, mais en tout cas, on est des forts alliés avec eux. Parce que vous avez des alliés, quand même, dans ce combat. Ça. Nous, la Quadrature, l'idée, c'est que nous, on agit principalement, pas que, mais principalement sur le terrain du droit. On essaye de combattre à ce niveau-là et en fait de faire en sorte qu'il y ait des règles juridiques qui encouragent le développement d'acteurs qui sont favorables à nos libertés et qui, au contraire, en
fait mettre des barrières mettre des barrières aux acteurs qui au contraire nous seraient nocifs. Et donc, les fournisseurs d'accès associatifs, ils sont regroupés autour de principalement la fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, et leur objectif, c'est donc ils sont très engagés dans la neutralité du net, et c'est cet objectif-là, et aussi pour la neutralité du net, donc en fait pour favoriser l'égalité sur Internet, pour faire plus simple, et aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture numérique, et ça c'est un thème qui a pu être abordé par Benjamin. Et en fait, très concrètement, ils font ce travail de relier les ordinateurs entre eux, et donc de poser des câbles, de poser des antennes pour permettre en fait ce maillage de communication entre des personnes qui n'étaient pas reliées. On est reliés, nous, à certains internautes qui ont pu nous poser en amont de cette émission des questions. Il y en a une qui est apparue et qui est intéressante de vous faire prendre connaissance. Elle va s'afficher, je pense, sur cet écran qui est derrière nous. Et je vous la laisse découvrir. Quels sont les moyens de garantir l'impartialité du partage des connaissances? Qui s'y frotte? Je ne comprends même pas la question, en fait. Il est toujours question de cet accès aux connaissances qui ne serait donc pas trafiqué, si j'arrive à décrypter cette intention de cet internaute. Comme si, toujours, ce que l'on pouvait dire, faire, voir circuler, n'était plus ce qui originellement avait peut-être été distribué. Enfin, j'essaye de décrypter, moi. Je ne suis pas prof d'histoire, ni sociologue, mais c'est ce que ça me dit. La première chose que moi j'aimerais souligner de manière un peu provocatrice, c'est qu'en ligne, on ne trouve pas de connaissances, hein. On trouve de l'information. Ensuite, on s'en saisit et on construit de la connaissance. Mais en ligne, vous ne trouverez jamais de connaissances. Si vous cherchez quelque chose... Et Wikipédia, alors? Ce n'est pas de la connaissance, c'est de l'information. C'est la manière dont vous saisissez de ces informations pour les restructurer, pour les digérer, pour les faire vôtres, et vous allez pouvoir, à votre tour... Mais elles sont vérifiées, elles circulent, il y a une communauté autour. C'est pas sur ce plan-là. Elles sont vérifiées et les informations sont de très bonne qualité sur Wikipédia. Encore une fois, il n'est pas question de remettre ça en question. D'ailleurs, plusieurs études avaient conclu qu'elles étaient même de meilleure facture que dans les grandes encyclopédies papier anglo-saxonnes lorsqu'il y avait tous les débats sur la légitimité de Wikipédia. Mais pour le coup, ce ne sont toujours pas des connaissances. Si vous cherchez quelque chose dont vous ignorez l'existence en ligne, vous ne le trouverez pas, parce que vous n'aurez affaire qu'à des informations. Alors qu'au départ, c'était un outil purement scientifique. Qui partageait des informations, et pas des connaissances. Ah, cette précision. Alors la question ayant été à peu près dévoilée, on y a répondu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui apparaîtrait sur cet écran. Si, peut-être juste, mais ça rentre un peu du coup pour déconstruire un deuxième thème qui est celui de l'impartialité. Alors du coup j'ai plus mes lunettes, mais je crois que c'était bien impartialité le mot. Oui. C'est aussi du coup justement comme ce sont des informations et qu'on disait tout à l'heure, dans tous les cas se pose la question du tri de l'information, et je pense que c'était aussi. Et je crois que ça a à voir ça. Et je pense que c'était quand même ça qu'il y avait derrière. Et dans tous les cas, un tri et une hiérarchisation de l'information doit être faite, ne serait-ce que pour afficher un résultat devant l'autre, et du coup on n'arrivera jamais à garantir une impartialité. En revanche, il peut y avoir une transparence sur ces liens, et ça n'empêche pas que peut-être que le vrai problème, plutôt que cette impartialité, c'est celui vraiment de l'extrême personnalisation aujourd'hui de cette hiérarchisation de l'information, justement en fonction de la captation des données, et aussi de la manipulation que ça peut entraîner derrière. Et ça, on a eu plusieurs scandales qui l'ont ramené, notamment le scandale du Cambridge Analytica pour la manipulation politique sur Internet, sur Facebook, avec l'aspiration de données de 600 000, si je ne me trompe pas, utilisateurs de Facebook qui ont été... utilisés pour en fait pousser des messages tout simplement et des posts politiques, et les faire changer, ou en tout cas les amener à voter différemment. Extrême vigilance du côté de tous les membres de la Quadrature du Net sur cette question-là de la tentation de la censure sur Internet.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Yael, effectivement, il y a tout cet aspect transparence et aussi, surtout, si on veut en tout cas éviter au maximum la partialité dans le partage de l'information, en tout cas, il ne faut pas aller chercher son information sur des plateformes qui se basent sur des revenus publicitaires, clairement. Et donc qui cherchent, et donc qui se basent donc sur une économie de l'attention, et donc nous présentent des contenus volontairement qui ne sont pas là forcément parce que c'est là où nous mène notre curiosité, mais parce que c'est ce qui les arrange que nous, on regarde. On se rend compte de la multiplicité des thèmes qu'on pourrait là être aujourd'hui à même d'aborder dans cette dernière partie. J'ai peur d'ailleurs de manquer un peu d'imagination ou tout simplement de perspicacité. Et il y en a un qu'il faudrait, à vos yeux, et Yael et Vi, essayer d'évoquer avant que l'on passe au dernier élément que j'avais envie que je vais vous présenter. Je suis sûr que je ne peux pas rentrer dans votre esprit, je ne suis pas capable de cela, mais... Peut-être il y a juste... Oui. Enfin, on en a déjà parlé de beaucoup, donc on va peut-être parvenir. Il y a les enjeux écologiques, on en a déjà parlé, les enjeux de surveillance et politique, ça on en a parlé, et je pense que c'est... Mais on voit que ce sont des choses qui évoluent, ceci dit. Oui, tout à fait, et je pense que les gens l'ont le plus en tête, mais ça me fait penser, parce que c'est dans un des extraits où il y avait la question de la langue et de l'accessibilité, et notamment de dire, ah bah tiens, ce n'est pas accessible parce que c'est qu'en anglais, et je voulais juste aussi rappeler, parce que je sais qu'il y a des initiatives, alors malheureusement le nom m'échappe, mais sur le fait qu'aujourd'hui on a l'impression que comme c'est français, enfin comme nous peut-être à notre niveau on a accès à la formation, mais en fait il y a très peu de langues qui sont représentées sur Internet, et notamment toutes les langues traditionnelles sont quasiment absentes, et je sais qu'il y a un gros travail, mais alors mince, le nom m'échappe, de traduction en fait de l'Internet pour le rendre accessible à tous, et donc bref, c'était juste pour souligner que cette question de langue était encore un sujet aujourd'hui. Et la deuxième, c'était peut-être celle des petites mains derrière Internet, et notamment on parlait de la modération tout à l'heure, enfin en tout cas et du coup c'était juste pour rappeler qu'il y avait un certain nombre de contenus sur Internet qui étaient tout simplement modérés, ou en tout cas gérés par des humains derrière, des travailleurs du clic comme on dit, qui bien souvent sont hors de tout cadre légaux, enfin n'ont ni contrat de travail ni contrat de prestation, et qui vivent dans de grandes précarités. Donc voilà, c'est des sortes d'invisibilisation qu'on a vu quand même pendant le Covid, parce qu'il y a un petit bandeau tout à fait. Qui rappelait que désolé, sur YouTube peut-être que la modération sera faite d'un peu moins de bonne qualité parce que ce ne sont pas les algorithmes qui la font, mais voilà, parfois c'est peut-être bien de le rappeler aussi. Oui, c'est un des membres imminents de la Quadrature du Net, ce chercheur d'origine italienne, Cassini, non, je crois, qui a fait ce travail autour de ces petites mains, de ce prolétariat d'Internet. Une autre chose, Vi, peut-être avant qu'on se quitte, et je voulais qu'on se quitte avec du son. Mais je vous laisse répondre. Alors moi, j'allais juste effectivement aller dans le sens de Yael et dire que, il y a des rêves dans Internet, il y a des grandes difficultés aujourd'hui dont il faut être conscient et pour lesquelles il faut se mobiliser, ça on l'a dit. Et il y a des énormes phénomènes d'exploitation qu'il ne faut absolument pas ignorer. Et effectivement, tout ce qui est lié autour du travail numérique et donc du digital labor, c'est très important. Et Anthony Calisi en parlera mieux que moi, mais ces éléments-là me paraissaient aussi importants à mentionner. Benjamin Thierry, je ne vais pas vous transformer en Pity ou alors en Jean d'Arcy, de devenir visionnaire à votre tour, mais comment tout ça va finir? C'est une question à l'historien qu'il va détester à nouveau. Non pas la détester, mais être incapable d'y répondre, ça c'est certain. Comment tout ça va finir, c'est quelque chose auquel je ne peux pas répondre. Non, moi j'aimerais juste souligner que... Matrix oui, peut-être. Et d'ailleurs, on voit des choses qui ressemblent déjà se mettre en place, ne serait-ce que le travail des moins chanceux d'entre nous pendant le confinement, qui sont dans des espaces réduits, à connaître une porosité entre leurs espaces privés et leurs espaces de travail. Non, moi j'aimerais juste souligner que, à mon sens, qui fait le lien entre les trois intervenants que vous avez
réunis ce soir, c'est qu'on tend tous à essayer d'œuvrer, chacun dans notre espace, et je ne veux pas parler à leur place, mais à transformer l'internaute qui était plutôt un consommateur après cette grande arraisonnement par les grandes entreprises du web en citoyen, quelqu'un de conscient qui peut faire des choix, qui peut s'impliquer et qui, de ce fait, on l'espère, aura un impact sur la suite. Et qui a des droits et qui a des devoirs. Et alors, cette question-là, on a essayé aussi de la faire résonner en allant voir les gens comme s'il fallait tout d'un coup que le débat devienne un peu charnel avec ce micro, avec ce que permet l'audio digital. Aujourd'hui, on va l'appeler le podcast. On est parti sur cette thématique-là et ça sera ainsi chaque mois. On livrera au Lavoir numérique un podcast qui accompagne les thématiques que l'on explore. Il y a Benoît Artaud qui est parti avec son micro. On va l'écouter. Magnéto, Aurélien. Est-ce que, Claire, vous vous rappelez quand Internet est arrivé dans votre vie ? Alors c'est venu très tardivement parce que je pense que j'ai été un petit peu à la traîne en termes de technologie. J'ai connu le Minitel, hein, c'est ça, je ne sais même plus si c'est le bon mot. Le Minitel avec les messageries où on pouvait communiquer à distance et ça coûtait une fortune. Alors je ne sais pas si c'est un premier pas dans la distance, enfin dans le rapprochement par la communication sur écran. Et après, j'ai pas de souvenir. Je pense que ça a été quand j'ai eu mon premier ordinateur. Hein, donc ça date de. C'est venu très. Bah oui, c'est venu il y a 20 ans, quoi. Nous avons eu Internet à la maison au moment où je suis arrivé. Donc je suis littéralement né dedans. Donc en souvenir personnel, c'est tout simplement le fait d'avoir accès à l'ordinateur familial et de découvrir, donc à l'époque, c'était les protocoles peer-to-peer, pair à pair, pour échanger de manière plus ou moins légale différents contenus numériques. C'est un des premiers souvenirs que j'ai, à apprendre à partager, à récupérer des informations venant de partout sur la planète. Ça, c'est quel âge ? 5 ans. Ça doit être dans ces eaux-là. 3, j'ai même une précision à côté, à l'âge de 3 ans. Donc à l'âge de 3 ans, commencer à manipuler l'ordinateur familial, comprendre l'informatique et puis Internet avant que ça prenne les proportions que ça a aujourd'hui. Donc avant les objets connectés, avant ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, avant tout le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ok, mais alors, disons, entre 3 et 5 ans, on va dire 4 ans, c'est quoi ta conscience de l'espace Internet, du monde que ça dessine ? Alors, ça rejoint un peu ce que je ressens toujours aujourd'hui vis-à-vis d'Internet. On est vraiment dans un réseau de communication internationale, tout simplement. Internet qui apparaît vraiment comme un outil de rapprochement entre les peuples. C'est un peu poétique dit comme ça, mais moi, c'est le souvenir que j'ai et que je conserve aujourd'hui, qui est que Internet est avant tout un moyen moderne de rassembler les gens. Moi, l'exemple du peer-to-peer, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé et qui aujourd'hui me frappe encore, qui est la connaissance doit se partager. La connaissance et la culture doivent se partager. Et Internet, c'est vraiment cet endroit, ce lieu où tout s'échange entre individus. Alors, Thomas Courcial, on vous retrouve, je précise. Nous sommes en fin de cette première émission des Rencontres du Lavoir. Ce n'est pas votre hologramme qui est avec nous. Vous êtes bien là, physiquement. Et quel âge il a, le fiston, Hugo ? Maintenant, 20 ans. 20 ans. On se rend compte en l'entendant, puisque c'est bien votre fils là qui nous parlait, et ce podcast donnera à entendre des dialogues intergénérationnels sur la façon dont Internet a changé la vie de chacun depuis bien 30 ans. C'est un peu provo, mais ça ne fabrique pas que des crétins digitaux, Internet. Les écrans.
je vais essayer d'être neutre puisqu'il s'agit de mon fils. Non. D'ailleurs, il y a une excellente émission qui est passée animée par Xavier Delaporte sur la question de la fabrique des crétins digitaux qui est passée dernièrement sur France Inter. Non, effectivement, il y a des nouveaux usages, il y a des nouveaux modes relationnels. Et ce que je trouve ça très intéressant dans ce qui vient d'être exprimé par Jeune Homme, c'est que ça reste encore très très positif. On a échangé là tout au long de la soirée, effectivement, enfin pas tout au long, mais en partie, c'est les risques, certains des formes d'inquiétude, effectivement, dont il est parfaitement conscient, et une partie de sa génération est également parfaitement consciente de cette problématique liée aux données personnelles, mais également reste très positive dans la capacité à effectivement s'ouvrir au monde. C'était le rapport au monde, c'est l'intitulé de notre première émission, du partage, du lien avec alors de rassemblement entre les peuples, c'est peut-être un peu large, mais par exemple, il y a toute une partie de la jeunesse de la jeunesse ou certaines générations qui ont appris à communiquer à travers la planète autour des notions de jeux vidéo, par exemple. On n'a pas parlé de tout ce qui était jeux en ligne, qui est quelque chose qui a beaucoup inquiété certaines générations de parents, mais qui est finalement quelque chose qui a beaucoup contribué à ces échanges transnationaux à travers ce qui parle, c'est ce réseau des réseaux qui est Internet. Il y a une phrase qui me revient, je l'avais notée en regardant le film dont on a diffusé le trailer tout à l'heure, la contre-histoire d'Internet. Elle provient de Ben Schneiderman. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Thomas Courcial, vous, notre référent numérique, je veux pas, c'est pas là un piège, mais il disait... Benjamin doit savoir. Benjamin, non, nous on va pas piéger tout le monde là-dessus. Il n'est plus temps d'apprendre à nos enfants à surfer, mais il est temps de leur apprendre à créer des vagues. Oui, mais d'une certaine façon, c'est déjà plus ou moins le cas. D'ailleurs, même le terme de surf, je dirais que c'est presque devenu un terme un peu daté, parce que là, on a parlé effectivement, effectivement, les objets web, les objets Internet, l'infrastructure et les usages. Il y a quelques années, on parlait de World Wide Web. Le web, c'est la toile. Et c'est intéressant de revenir aussi à ça, parce que c'est l'échange, le partage d'informations ou de communication. Mais voilà, cette notion de vague, une partie de la jeunesse l'utilise. Et c'est en train de construire aussi des nouveaux usages, qui sont des usages en cours d'innovation et de réinvention, puisque c'est quelque chose aussi qui me préoccupe et qui va nous préoccuper beaucoup sur le lavoir, c'est qu'ils n'ont pas forcément cette notion d'histoire. Cette notion de le sens et la direction, tu exprimais toi-même, tu posais la question de savoir comment ça va finir, mais une grande partie de cette nouvelle génération d'utilisateurs, qui sont aussi pas uniquement des utilisateurs, des producteurs, des créateurs potentiellement, sont en train de se réinventer au fur et à mesure et d'inventer des nouveautés qui peuvent, enfin moi concrètement, qui commencent à me dépasser, y compris en termes technologiques. Toute la jeune génération, il y a toute une jeune génération d'ingénieurs qui continuent à promulguer cette culture hacker, dont il est question en partie dans le documentaire La contre-histoire de l'Internet, mais à leur façon. Après, est-ce que ce sont des vagues politiques au sens où nous l'avons vécu, où nous le concevons? Ça reste à discuter, mais cela dit, c'est peut-être aussi le rôle d'institutions ou d'associations telles que le Mouton, la Quadrature, mais en alliance. J'aime bien ce terme d'alliance parce que c'est aussi ce qu'on va essayer de promouvoir, nous, dans un lieu comme le lavoir numérique, c'est-à-dire d'arriver à remettre aussi du sens, de l'histoire, de la perspective, peut-être même de la politique là-dedans, et accompagner tout le grand public, enfin public au sens le plus large possible, qui a perdu, parce que je pense qu'il l'ignorait, ce rapport à la citoyenneté numérique. Être consommateur, c'est une chose. Être producteur ou de données personnelles de manière plus ou moins volontaire, c'est une chose également. Mais comment on réinverse la dynamique et la donne politique pour éviter que les débats portent tout le temps sur des questions de contrôle, de régulation, de censure et de méfiance généralisée sur des machins qui sont en fait votés par des vieux hommes d'une certaine génération et qui se laisse complètement dépasser par des usages. Et dans certains pays, Internet a été vraiment objectivement des outils d'émancipation. Internet et certains usages d'Internet. On peut penser ce qu'on veut de Facebook. Facebook a eu un rôle
important dans les révoltes du printemps arabe, par exemple. Là, il y a des soulèvements, enfin des manifestations tous les jours, par exemple en Thaïlande. C'est à travers les réseaux sociaux que ces manifestations sont organisées et qu'une voix contestataire est diffusée. Bref, il y a des choses qui sont en train de s'inventer et un peu, je dirais, c'est un peu les révoltés de Hong Kong qui parlaient de la stratégie de l'eau. C'est un peu ce qui est en train de se faire dans une partie des internautes de la génération 2021. Les meilleures choses ayant donc une fin, on clôture ici cette première rencontre du Lavoir. Merci à vous tous de vous être déplacés ici, ainsi masqués, mais d'avoir tout dit. Yael Benayoum, je rappelle votre livre, Technologie partout, démocratie nulle part. C'est aux éditions FIP, c'est paru cette année. Vie, longue vie à la Quadrature du Net. Merci Benjamin Thierry. Vous saluez tous vos étudiants de notre part à Sorbonne Nouvelle. On remercie Daniel Charnet là-bas, à Lyon. Thomas Courcial, éminent et oui, spécialiste numérique de notre Lavoir. Merci d'avoir ainsi ponctué cette séquence. On va nommer les partenaires de l'émission. C'est l'INA et c'est le cinéma La Tournelle à La Île et Rose. C'est le studio Écran Sonore qui vous propose donc le podcast du Lavoir numérique. Au revoir.